Lorsque la publication de Naruto débute en septembre 1999 dans le Weekly Shonen Jump, personne ne se doutait que ce manga allait devenir l'un des piliers du genre seulement quelques années plus tard. Ce succès est dû aux différents personnages, aux intrigues et à notre envie de suivre Naruto dans sa quête pour devenir Hokage. Cependant, pour créer une grande œuvre, il ne suffit pas de la faire durer dans le temps. Il faut captiver les lecteurs dès le début. Et ça, Masashi Kishimoto l'a très bien compris. En effet, après une courte mais efficace présentation des personnages principaux et de l'univers de son manga, il propose aux consommateurs un arc désormais culte, Mission d'escorte au pays des vagues, plus communément appelé arc Zabuza. Salut les mangadicts, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir pourquoi Haku et Zabuza sont des personnages importants pour le manga Naruto et quel rôle ils ont joué dans le développement de cette œuvre. Avant de commencer, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. Voilà, si vous voulez plus de vidéos Naruto, mettez-le moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube en activant les notifications et puis me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Vous êtes prêts? C'est parti! L'arc Zabuza, que je vais appeler comme ça tout au long de cette vidéo, débute officiellement au chapitre 1 et se termine au chapitre 33, ce qui correspond aux épisodes 1 et 19 de l'anime. Cependant, la mission d'escorte de Tazuna au pays des vagues, et donc l'arc qui nous intéresse, débute réellement au chapitre 9 et à l'épisode 6, car le début de l'œuvre permet uniquement d'introduire les personnages et l'univers. Après le célèbre test des clochettes et la capture d'un chien, Naruto, Sasuke et Sakura, supervisés par Kakashi, doivent escorter et protéger Tazuna, un maître dans la construction des ponts, donc jusqu'au pays des vagues, pour bien entendu construire un pont. Ça paraît logique. Tazuna est directement montré comme un personnage antipathique, mais cela ne va pas nous freiner dans notre découverte de la première aventure de Naruto. Le voyage débute et nos protagonistes se font attaquer par deux ninjas envoyés par le terrible Zabuza Momoshi. On comprend de suite que cette expédition ne sera pas de tout repos alors que Kakashi se fait réduire en charpie sous nos yeux. Enfin bref, vous connaissez l'histoire et vous savez très bien qu'il va pouvoir gérer ses méchants sans aucun problème. Cependant, c'est à partir de ce moment-là que l'arc et par conséquent le manga prennent une toute autre dimension dans l'imaginaire du lecteur. On nous montre pour la première fois Zabuza, embauché avec ses sbires par le riche Gato qui cherche à prendre le contrôle du pays des vagues. Masashi Kishimoto nous fait ressentir directement une opposition entre Zabuza et Naruto. En effet, le premier est montré dans l'ombre, silencieux et discret, alors que le second est un beau parleur qui veut prouver sa valeur aux autres. Cependant, ils sont tous les deux prêts à se salir les mains, Zabuza au sens métaphorique en déclarant qu'il tuera Tazuna par lui-même, et Naruto au sens premier du terme, en se plantant un kunai dans la main afin d'en extraire un poison. L'opposition entre ces deux personnages ne va cesser d'évoluer dans cet arc et ça nous montre tout le génie de Kishimoto. L'aspect politique est également très présent dans cet arc et relativement compliqué à comprendre pour de jeunes lecteurs, et c'est pourquoi les personnages sont très importants car je pense que beaucoup auraient arrêté leur lecture ou leur visionnage lorsque l'on apprend que toute cette histoire est d'origine politique. C'est pourquoi il fallait un excellent antagoniste et ça, Kishimoto en était conscient. En effet, une fois arrivé au pays des vagues, Zabuza entre en action et montre directement sa supériorité. Il a une prestance impressionnante et on comprend qu'il n'est pas du même niveau que les précédents ennemis. Kakashi est le seul à pouvoir s'opposer à lui et cette rivalité va se transformer en respect mutuel au fur et à mesure que l'arc avance. Les deux hommes sont dotés d'un charisme incroyable et nous montrent le véritable niveau des ninjas professionnels. Zabuza est nommé le démon du brouillard et c'est un assassin très efficace qui a déserté son village natal, Kiri. Mais bien entendu, on ne fera pas de blague là-dessus. Il faisait partie des 7 ninjas spadassins, autrement appelés les 7 épéistes de la brume, mais nous reviendrons dessus un peu plus tard. Un combat effréné commence et la tension se ressent dans les pages. Le lecteur a peur pour l'équipe 7. L'épée brouillard rajoute une dimension oppressante et donne l'avantage à Zabuza le démon, qui n'a plus rien d'humain. Il est bien trop puissant pour Kakashi, qui doit se faire aider des apprentis ninjas. On a le droit à un Naruto motivé, mobile, tactique et au premier abord beau parleur, alors que Zabuza, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, est opposé à lui, est immobile, confiant et ne parle pas beaucoup. Zabuza est déshumanisé avec son histoire sanglante et son état mental paraît tellement affaibli qu'aucun lecteur ne peut se douter qu'il reviendra un jour dans le droit chemin. Cependant, la bonté et l'innocence de Naruto ne sont pas à négliger car ce sont des atouts qui vont lui permettre de devenir Hokage. Son ingéniosité au combat s'oppose directement à la confiance qu'a Zabuza en lui-même et permet de montrer la force de ses convictions et l'importance d'avoir le goût de la vie. Kishimoto réussit à nous surprendre une fois de plus en faisant apparaître un nouveau personnage mystérieux et masqué qui tue Zabuza sans aucun problème. C'est notre premier contact avec le personnage de Haku, mais ça, nous ne le savons pas encore. Ce personnage dévoile tout au long de l'arc de nombreux masques et facettes, à commencer par le ninja du village de Kiri, le soutien de Zabuza,
une aide dans l'entraînement de Naruto, un assassin terrifiant ou encore un être respectueux et attentionné. Mais là, je m'avance trop, la question que tout le monde se pose est, est-ce une fille ou un garçon? En effet, encore un masque porté par Aku qui permet de nous montrer tout le talent de dessinateur et d'écrivain qu'a Kishimoto. Mais deux autres personnages ne sont pas à négliger dans cet arc, Inari et sa mère Tsunami, la fille de Tazuna. Inari est un jeune personnage complexe et traumatisé par son passé. Il a sûrement inspiré le personnage de Kota Izumi dans My Hero Academia qui possède des traits de caractère similaires. Ces deux garçons ont perdu un ou des êtres chers et ne croient pas aux paroles des héros de leurs œuvres respectives, Naruto et Izuku, jusqu'à ce que leurs actes les motivent à avancer et à protéger ce qui leur est important. Mais c'est pendant la construction du pont et l'entraînement de l'équipe 7 que Aku se dévoile un petit peu plus en faisant connaissance avec Naruto. Le doute n'est donc plus permis, Aku est désormais bel et bien une fille. Non, bon, Aku est un garçon. En tout cas, bien joué Kishimoto, ça c'est vraiment quelque chose qui, je pense, a mis tout le monde sur une fausse piste. Mais cela prouve qu'il faut être attentif et ne pas se fier aux premières apparences. Un conseil important dans cet arc plein de rebondissements et de personnages hauts en couleur. Le deuxième round peut donc commencer afin que les masques tombent et que les rôles s'inversent pour nos protagonistes. Un brouillard épais, une ambiance morbide et encore plus oppressante que la dernière fois se font ressentir. La force des convictions de Naruto pousse ses compagnons et Inari à se dépasser dans les moments critiques, mais cela le conduira à sa propre perte. Aku choisit de porter son masque démoniaque face à Naruto et Sasuke qui vont devoir s'allier pour le défaire. Et en effet, c'est le début de la descente aux enfers pour nos deux apprentis ninjas et de l'élévation de Aku au rang de héros. Tandis que le jeune homme du village de Kiri se remémore ses souvenirs, l'enfant qu'il était autrefois laisse le lecteur apercevoir une fois de plus sa bonté et son respect pour Zabuza, qui le pousse à agir contre nos protagonistes. Mais si les rôles avaient été inversés et que Zabuza et Aku étaient les gentils, ne pourrions-nous pas voir Naruto et Sasuke comme antagonistes? Eux qui poursuivent leurs rêves et idéaux au même titre que Aku. C'est une personne prête à tout pour protéger les êtres qu'elle aime, quitte à sacrifier son rêve pour réaliser les leurs. Le personnage de Aku s'humanise donc de plus en plus aux yeux des spectateurs, tandis que Sasuke éveille ses Sharingan et sa part d'ombre en remplissant son cœur de haine envers son ennemi désigné. Mais la rivalité est plus forte que la haine et c'est pour cela qu'il se sacrifie pour sauver Naruto, réveillant ainsi le démon à 9 queues qui sommeillait en lui. Naruto perd le contrôle et devient dangereux face à un Aku désemparé qui abandonne sa raison de vivre. La pureté des paroles du jeune homme soigne le cœur du démon qui se retrouve en son ennemi et qui, dans une autre vie, aurait été son ami. Aku renonce à la vie en faisant le plus beau des sacrifices, il sauve l'homme qu'il a élevé et qui compte pour lui en le remerciant pour ses actes. Aku, l'enfant du démon de Kiri, devient le personnage le plus humain et le plus touchant de l'œuvre en transmettant sa volonté et ses convictions à Naruto, Kakashi et Zabuza. Devant l'horreur des corps sans vie de Sasuke et Aku, le cœur du démon reste de marbre. Mais la supercherie de Gato fut l'étincelle qui alluma le cœur de Zabuza, et les paroles d'un Naruto plus mature, renforcées par les convictions transmises de Aku, laissèrent le démon redevenir humain. Le premier antagoniste de l'œuvre dévoile ses sentiments aux héros et au public, montrant que les rêves et les convictions de chacun sont justes et louables, tout ne dépend que du point de vue du lecteur. Le héros d'un jour peut se retrouver le démon du jour suivant. C'est ce que Masashi Kishimoto nous a raconté avec les personnages de Aku et de Zabuza. Il n'y a pas que les héros qui ont des convictions, des êtres chers et des sentiments, les antagonistes aussi. Le transfert de volonté et la rancœur vont remettre Zabuza sur le droit chemin qui va se sacrifier pour tuer Gato et venger son ami. Le ninja déserteur de Kiri vient de sauver le pays des vagues et accepte la mort aux côtés de celui qui l'a élevé, en demandant l'aide de son rival, Kakashi. Zabuza s'éteint sous une neige triste dans le respect et la dignité, faisant face à Aku. Malheureusement, leur sommeil est troublé lors de la 4e grande guerre ninja, lorsque Kabuto les ramène à la vie aux côtés des autres ninjas spadassins. Le respect entre les deux camps est toujours présent et Kakashi rappelle l'impact qu'ont eu Zabuza et Aku sur l'évolution de Naruto et de sa personnalité. Ce retour permet de montrer au lecteur l'importance qu'ont eu Zabuza et Aku dans le développement de Naruto et de terminer leur histoire dans l'entente et le respect. Ceux qui étaient méchants autrefois réclament la mort car ils ont conscience que leur présence n'est pas juste. Le passé se répète et Aku est sacrifié par Kabuto pour sauver Zabuza. Plus qu'un simple parallélisme, une reproduction fidèle de ce qu'il s'est déroulé 500 chapitres auparavant. Mais Zabuza et Aku ne sont plus les mêmes dans l'imaginaire collectif. Ils ont forgé Naruto, Kakashi et les lecteurs en transmettant l'importance de l'amour et de l'amitié. Ces personnages ont provoqué un énorme changement dans la vie de certains d'entre nous. Un effet boule de neige inattendu qui changea le cours du récit, de nos mentalités et de nos vies.